Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission ABV France Télé. Aujourd'hui, dans l'émission Trans de Vic, donc chaque Vic, nous avons la joie d'accueillir Huân Khanh Ly, co- cofondatrice de Route Paris et la gagnante de MasterChef en 2015. Bienvenue à Khanh Ly. Bonjour à toi, merci de me recevoir chez vous. J'ai 29 ans, je suis chef et co-gérante du restaurant dans le 11e de Haute-Paris. On a ouvert en 2016 et on est devenu aujourd'hui une cantine asiatique où on fait tout maison de façon artisanale. En fait, c'est une histoire un petit peu assez simple. Quand je suis arrivée en France avec... Mes parents sont venus en France en 1990 Mhm. et moi, je suis née en France en 1991, un an après. Donc, mes parents n'ont pas eu le temps de penser à un nom français et ils m'ont donné un prénom vietnamien. Et du coup, comme je suis née en France, c'était naturel de le garder. Alors que toute ma famille, eux, elle, née au Vietnam, ils ont vraiment changé de prénom français. Ma mère s'appelle Christine, mon père s'appelle Clément, ma sœur s'appelle Viviane. Et ils ont tous transformé un petit peu leur prénom. Et je suis la seule à avoir gardé. Même si les gens ont du mal à prononcer quand ils ne connaissent pas, ça me rappelle ma famille et ma culture. De Route Paris, quand il a ouvert en 2016, moi, je n'étais pas fondatrice. J'ai rejoint l'équipe récemment, il y a 3 ans. Mhm. C'était un coffee shop à la base, donc vraiment autour de tout ce qui est boissons chaudes, boissons fraîches et pâtisserie. Et lorsque j'ai rejoint en tant qu'associée, le but, c'était vraiment de transformer en une cantine asiatique, de se concentrer sur notre culture asiatique. Moi, je suis franco-vietnamienne, mon associée est singapourienne. Et c'était normal pour nous de créer un lieu avec des plats qui rappelaient notre enfance et des plats de souvenirs. Donc, j'ai construit une carte que moi j'appellerais panasiatique, qui essaie de couvrir un petit peu plein de pays d'Asie différents. Donc, on a des plats singapouriens, des plats vietnamiens, et aujourd'hui, on a même des plats pakistanais et du Bangladesh, parce que notre équipe vient de là-bas. C'était important pour moi de vraiment créer un lieu authentique qui puisse te rappeler des parfums de chez toi et pas juste encore un autre établissement qu'on adapte au palais français. Donc, ma meilleure fierté récemment, c'est j'ai fait Thịt Kho à la carte, donc porc au Wow. caramel, qu'on trouve partout dans toutes les cartes des restaurants vietnamiens. Et ma sœur a mangé, elle m'a regardé, elle a chuchoté il est meilleur que celui de maman. Donc ça c'est ma fierté récente. C'est vraiment de montrer en fait aussi que la cuisine vietnamienne et la cuisine asiatique en général, elle a un goût particulier et qu'on peut faire une cuisine authentique, même si on est une deuxième génération d'immigration. Moi, mes parents, je suis la deuxième génération vraiment. Et on peut adapter des plats sans non plus les transformer. Et qu'en fait, si on montre au client qu'on peut faire un plat authentique qu'il peut aimer, ben c'est le début en fait de vraiment mettre en lumière la culture asiatique. Euh, En un mot, pour décrire The Hood, je dirais juste authentique. C'est vrai que je me rendais pas compte de l'importance que ça avait parce que sur le coup, on réalise pas, je pense. Et j'essaie et je me considère comme quelqu'un de très humble parce qu'on apprend toujours et on peut toujours devenir meilleur. Il y a jamais, on n'atteint jamais le summum en fait. On peut toujours évoluer. Je pense que je me suis rendu compte de l'importance et de l'impact que ça avait lorsque je me suis rendue au Vietnam après MasterChef en 2016. Je suis partie au Vietnam pour une opération qui s'appelle Good France, où j'ai Mhm. fait un dîner à l'ambassade avec le chef du tournier, en fait, 2 étoiles pour l'ambassade. C'est vrai, là, je me suis rendu compte parce que j'ai visité l'université de Hanoï. Et j'ai fait beaucoup d'interviews et beaucoup d'apparitions avec la faculté. Et là, je me suis dit que en fait, c'était très important pour les Vietnamiens ce qui s'était passé parce qu'il y avait la fierté, déjà que je gagne face à des Français, aussi des finalistes, des hommes. Il y avait la fierté aussi que j'ai fait des plats d'origine vietnamienne. Il y a une épreuve où j'ai fait un canh chua qui a beaucoup ému les gens et beaucoup de franco-vietnamiens notamment. Donc, c'est vrai que c'est plein de choses que je n'avais pas réalisées lorsque j'ai gagné. Et j'en garde aujourd'hui un très bon souvenir parce que je pense que sans MasterChef, il y a plein de choses que je n'aurais pas fait. Aujourd'hui, c'est quand même une expérience qui me paraît si loin,
Mmh. Aujourd'hui, je suis restauratrice. Aujourd'hui, on a des projets de faire d'autres établissements. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à oublier que Mmh. j'ai fait ça, alors que c'est quelque chose qui rend beaucoup fier mes parents et qui rend fière ma famille aussi. Mais ouais, non, je pense que je suis contente d'avoir eu cette expérience-là parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de faire de la télévision aussi, ce qui est très intéressant. Mais si je devais le refaire, je pense que je réfléchirais un petit peu avant. La première fois que je suis allée au Vietnam, j'avais 24 ans. OK. Parce que mes parents, déjà, je viens d'une famille très modeste. Donc, c'était pas possible pour mes parents de nous emmener au Vietnam en famille, et cetera. Donc, c'est vrai que les premiers voyages, je l'ai acheté avec mon argent, de mon travail. Et j'y suis allée tard, parce que j'ai gagné ma vie tard aussi. Mmh. C'est un séjour qui m'a vraiment émue parce que le Vietnam, c'est un pays pour moi qui était le pays de mes parents, qui n'était pas forcément mon pays à moi. C'est un pays que j'ai découvert en y arrivant, accueilli par toute ma famille. Mes parents aussi étaient là-bas. Donc on a eu beaucoup de chance, j'ai pu voyager avec eux. Et je parle pas très bien vietnamien, sinon on ferait l'interview en vietnamien, hein, évidemment. Mais je comprends très bien. Et en fait, naturellement, là-bas, je suis restée 3 semaines. Au bout de 2 semaines déjà, mon vietnamien revenait. Ma famille, j'arrivais à parler avec ma grand-mère. Et c'est vrai que j'étais très émue parce que c'est un pays déjà magnifique pour plein de... Autant les paysages, autant les êtres humains aussi. Tout le monde est très généreux, tout le monde a un grand cœur. Et je me suis sentie accueillie, alors que moi, je ne me sens pas non plus à 100% vietnamienne. Je me suis sentie accueillie comme chez moi, parfois même plus accueillie que quand je suis en France, alors que je suis née en France. Et surtout, c'était incroyable au niveau culinaire. Euh, donc vraiment, c'est mon premier souvenir du Vietnam est assez émouvant. Je suis partie en pleurant, quittant ma famille, c'était très dur. Et c'était très dur de rentrer en France, notamment, parce que la vie et le lien social est très simple au Vietnam. C'est très, très logique de parler avec les gens autour de soi, d'être accueilli, même dans les hôtels ou dans tous les lieux que j'ai loués. J'ai fini toujours par aller manger, être invitée par des couples vietnamiens qui nous rencontraient et aller manger avec eux, leurs grands-parents et leurs bébés dans leur maison, manger par terre de façon très humble. Et il y avait une grande générosité et beaucoup de cœur. Et ça, même si je suis née en France depuis longtemps, je l'ai jamais autant retrouvé qu'au Vietnam. En fait, je pense que mes parents avaient cette peur. Après la guerre, mes parents aussi sont partis du Vietnam parce que voilà, mon père est exilé politique. Donc forcément, je pense qu'il y avait une peur pour eux, pour moi de retourner là-bas. Et surtout, comme on dit au Vietnam, en tant que Việt kiều. Il y a Oui. cette peur-là un petit peu. Parce que là-bas, au début, on ne me trouve pas vietnamienne. Je ne ressens pas une vietnamienne, évidemment. Euh, donc c'est normal, le peur de la sécurité aussi, du régime. Je pense qu'il y a plein de choses qui les faisaient douter. Et moi, je pense que j'avais pas trop de préjugés. C'est plus quand on est enfant et qu'on te dit ah attention, tu vas aller au Vietnam, forcément j'avais peur. Mais arrivé là-bas, je pense que toutes mes peurs ont disparu instantanément. C'est comme du tourisme. Oh, faut pas manger de glaçons, faut pas boire de l'eau fraîche, faut pas manger de légumes qu'on rince parce que tu as peur pour ta santé. Les premières choses que j'ai fait en arrivant au Vietnam, à Saigon, c'est boire un café Cheddar et manger ban kun avec plein de soja et de salade rincée. Donc, et il s'est rien passé. Donc, non, non, et je pense que le préjugé que j'avais, qu'on m'avait fait peur, forcément, tout le monde te fait un petit peu peur quand tu pars à l'étranger, notamment en Asie, pour ta santé. Ça a disparu au bout d'un quart d'heure, hein. Je crois un des meilleurs souvenirs que j'ai eu à la faculté de Hanoï, c'est vraiment je me suis retrouvée entourée d'étudiants et de journalistes et je réalisais pas depuis la France à quel point ça avait eu un impact, ma victoire à MasterChef en 2015. Et là, vraiment, voir tous ces gens qui avaient été inspirés par mon parcours et par ce que j'avais vécu et qui m'avaient dit, je sentais qu'ils m'avaient suivi depuis le Vietnam, surtout de Hanoï. Enfin, ça m'a vraiment émue parce que le but, évidemment, je pense, moi, c'est de réussir et c'est de faire, de rendre fiers mes parents et d'être fière de moi-même aussi. Mais c'est pas que ça, c'est aussi d'inspirer et de pouvoir insuffler de l'énergie et de me dire que
si j'ai un parcours qui rend fier tout le monde, ça peut vraiment motiver, en fait. Et je pense que une vie, c'est pas que pour soi, une vie, c'est pas que pour sa famille, c'est aussi pour les autres. Et aujourd'hui, à travers MasterChef, je suis aussi en partie devenue une personne publique. Et je considère que quand on est une personne publique, on doit être une personne inspirante et qui deviennent quasiment un modèle. Alors, j'ai pas la prétention d'être un modèle du tout, mais si je devais réfléchir à ma vie comme étant un moteur pour certaines personnes, pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour se reconvertir dans la cuisine, par exemple, eh ben, je le ferais et ça me rendrait fière au contraire. Je crois que ABV de France, j'ai rencontré simplement parce qu'on m'avait contacté. C'est Hainam qui m'a contacté sur Facebook. Après ma victoire, c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations et de lieux asiatiques, vietnamiens qui m'ont communiqué, qui m'ont contacté. C'était assez naturel quand j'ai rencontré Hainam parce que je sentais qu'il y avait vraiment cette volonté de parler de la communauté vietnamienne, d'échanger, de partager, de se soutenir. Et c'était comme une évidence. Quand je voyais toutes les opérations qui se produisaient avec l'association, j'ai trouvé ça tellement beau, la coopération. Et vraiment, je trouve qu'en France, très facilement, on peut oublier que le partenariat et que la solidarité existent parce que aussi toutes les familles vietnamiennes sont très grandes, il y a tellement de choses à faire, et il y a tellement de communautés, très vite on peut s'oublier. Et je voyais cette énergie incroyable et ce panache vraiment de se soutenir, d'encourager les jeunes, d'encourager tous les projets, tous les travaux. Et la première fois que j'ai rencontré Hainam, il, il avait organisé une réunion avec tous les jeunes de l'association au restaurant. Donc, on avait fait un buffet et c'était vraiment très, très inspirant de rencontrer tous ces gens qui voulaient vraiment parler de la culture vietnamienne et échanger. Les projets, on en a toujours. Alors moi, j'en ai tout le temps. Après, il y a une différence entre les projets qu'on arrive à faire et les projets qui ne viennent, qui ne, qui n'ont pas le jour. Aujourd'hui, le projet le plus proche qu'on a, c'est d'ouvrir un restaurant emporté de banh mi. Alors, c'est marrant parce qu'au début, quand je me suis reconvertie dans la cuisine, je pensais que j'allais faire du restaurant gastronomique. Et c'est aussi un de mes grands rêves, un de mes grands projets. Et c'est aussi ce que je fais à côté, parce qu'en dehors du restaurant, je suis chef privé. Donc les gens peuvent me demander de venir cuisiner chez eux, bien sûr. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai ce cœur particulier, cette volonté particulière de faire découvrir aux gens une cuisine qu'ils ne connaissent pas forcément, une cuisine authentique. Et le banh mi, pour moi, fait partie au Vietnam, quand j'y vais, je mange toujours un banh mi dans la journée, c'est normal. Soit le matin, soit le soir, soit la nuit, soit l'après-midi. Parce qu'au Vietnam, on mange vraiment tout au long de la journée. On ne mange pas que petit déjeuner et le midi. On mange tout le temps, en fait. On mange pas beaucoup, mais on mange tout le temps. Plein de choses partout très vite. Et je vais vraiment envie d'apporter cette culture-là en France. C'est pas forcément s'asseoir, entrée, plat, dessert. Et surtout en période de pandémie, il faut qu'on se renouvelle un petit peu. Donc le but, c'est d'ouvrir donc c'est cette année, sûrement cet été ou au printemps, j'espère, si tout se passe bien. On va ouvrir juste une vitrine banh mi shop en face de notre restaurant The Hood, où on peut prendre à emporter 10 variétés de banh mi différents. On essaye d'installer une boulangerie, donc on fera le pain à banh mi nous-mêmes et des pâtisseries vietnamiennes aussi. C'est le but. Donc, de vraiment tout faire maison, de faire les cha lo, le cha bon, tout maison, évidemment, comme on fait d'habitude. Et voilà, c'est le projet le plus proche qui me rend très fière parce que c'est vraiment, je cherche pas à trouver du 100% authentique comme au Vietnam, c'est impossible parce que pour trouver du authentique comme au Vietnam, il faut aller au Vietnam, il faut manger des produits vietnamiens. Je cherche vraiment à trouver l'authenticité dans ce que je considère de vietnamien. Quand on va là-bas, il y a 1000 façons de faire des banh mi. Il n'y a pas que le banh mi đặc biệt avec les 3 pâtés de porc. Il y a vraiment plein de variétés. Et c'est ça que je veux faire découvrir, en fait, c'est que la cuisine vietnamienne, c'est une cuisine aussi de métissage, c'est aussi une cuisine d'héritage, et le banh mi, c'est un héritage du colonialisme français, donc de la colonisation française.
Et c'est ça que je veux montrer, c'est que la cuisine métisse, elle épouse les formes qu'elle souhaite. Et moi, je suis métisse moi-même, donc c'est vraiment un établissement qui sera un peu à mon image, je pense. Ce que j'aimerais trouver à Paris. Alors, mon bal, mais préféré, c'est dur. Ça dépend en fait, parce que j'en ai un préféré le matin, un l'après-midi, un le soir. Je dirais le matin. Moi, j'adore bang mais chung au plat. Ça me. Parce que quand une fois, j'étais où? J'étais à Nha Trang et je prends pas souvent le banh mi le matin parce que je trouve, moi, j'adore manger comme tam le matin ou j'adore comme tam le matin, j'adore. Ou pho, j'adore les soupes le matin en fait. Je peux manger un pho ou un bun bo le matin, pas de problème. Même le pied de porc, hein, j'ai aucun problème, même si c'est à 6 heures du matin, donnez-moi ça. Non, le banh mi hop là, parce qu'en fait, c'est beaucoup de travail. Quand on voit la dame, elle a il y a un petit carte en plastique, hein, c'est très modeste et c'est ça que j'adore avec la cuisine vietnamienne, c'est plus c'est modeste, meilleur ça va être parce que on se débrouille, on fait avec ce qu'on a et en fait, il y a une petite poêle toute petite avec un feu. Je sais même pas comment le feu il est branché, à quel bidon d'essence, tu vois, je comprends pas, mais elle arrive à le faire avec sa petite poêle et ça va coûter quoi, 15 000 dong, 20 000 dong. Et elle met 2 œufs à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore, c'est rapide et c'est efficace. Parce que nous, on travaille dur, on travaille tout le temps. Le matin, je me lève. Il faut que dans un petit sandwich comme ça, j'ai assez pour tenir pour au moins 4 heures pour travailler le matin. Et c'est ça que j'aime. C'est très simple, mais en même temps, il y a une intelligence aromatique. Le banh mi, quand on réfléchit, c'est du pain. Mais très croustillant. Pas trop de mie, il ne faut pas que ce soit trop copieux. C'est un corps gras, soit du beurre, soit de la mayo. Ensuite, une protéine. Donc là, c'est l'œuf au plat, mais ça peut être n'importe quel type de viande, même des pâtés de poisson, même du curry. J'ai mangé des banh mi au curry. Ensuite, des pickles, donc carottes et radis blancs. Ensuite, deux herbes fraîches, donc coriandre, oignon vert, ça peut être aussi de la menthe, ça peut être plein de choses. Ensuite, un assaisonnement, soit noc mam, soit magie, et du poivre. C'est vraiment, on dirait que c'est simple comme ça, mais il y a au moins 7 ingrédients de base pour un banh mi. Quand tu compares avec un jambon beurre, c'est pain, jambon et beurre. Le boulanger, à part le pain, et s'il fait le pain, il fait rien. Nous, au Vietnam, notre banh mi, on fait tout maison. La mayonnaise, bon, le beurre, on fait pas, on peut pas faire au Vietnam, c'est impossible, mais la mayonnaise, on fait maison. Toutes les viandes, elles sont faites maison. Les pickles aussi. Il y a vraiment du travail, il y a vraiment cette volonté de se dire, OK, même si c'est un plat qui est simple, on va la construire comme l'architecture d'un immeuble pour moi. C'est comparable. Chaque couche, chaque étage a une importance. Donc c'est pour ça que c'est un plat que je pense. En tout cas, moi, en tant que franco-vietnamienne, je ne sais pas faire simple du tout. Je n'ai pas été élevée à faire simple, j'ai été élevée à faire bien. Et ça fait partie de notre culture et c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui. Si je devais me décrire en 3 mots, je dirais que je suis très, très dynamique. Ça vient de ma mère. Ma mère est quelqu'un d'assez incroyable. Elle a plus d'énergie que moi. Et ça, c'est quelque chose que, à une époque, ça me faisait peur d'être aussi dynamique. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un avantage et une qualité et que c'est un héritage incroyable parce que c'est grâce à elle que j'ai l'énergie de faire tout ce que je fais aujourd'hui et d'avoir une journée aussi remplie que ma journée. Donc, grâce à ça, merci maman. Ensuite, je suis perfectionniste. Alors, je sais que perfectionniste, c'est un mot qu'on dit souvent dans les entretiens d'embauche. Moi, c'est vraiment une maladie. Ça m'empêche de faire plein de choses, dans le sens où ça m'empêche de faire les choses simplement, comme je disais. Il faut que je fasse tout très bien, que ce soit au niveau du travail, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie familiale. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et ça veut dire que parfois, je mets plus de temps à faire les choses, mais parce que je veux les faire très bien. Et donc voilà, je ne peux pas ouvrir un restaurant de banh mi sans faire le pain. Évidemment, mon projet, c'est de faire le pain. Ensuite, je vais dire que je suis très généreuse parce que je pense que quand on fait de la cuisine, il faut être généreux. On ne cuisine pas pour soi. On peut cuisiner pour soi quand on est amateur et quand on veut faire plaisir pour se faire à manger. Mais quand on devient restaurateur, on cuisine pour des clients et on cuisine pour des gens. Et un restaurateur qui n'est pas généreux, ce ne sera pas un bon restaurateur parce qu'il ne va pas faire les choses avec amour. Et je pense que
Ma façon d'être restaurateur, c'est vraiment, j'imagine comme moi j'aimerais le manger. Jamais je vais prendre un raccourci pour faire les choses plus facilement ou pour me faciliter la vie. On va vraiment tout donner de A à Z et comme voilà notre volonté de tout faire maison, même nos sauces, quoi. Les sauces piments, tous nos condiments sont faits maison parce que je considère que moi, ce que j'aime, c'est comme ça que ça devrait être déjà, parce que ça devrait être bien fait et ça devrait être fait avec attention. Simplement, j'aimerais dire à n'importe qui voudrait se reconvertir dans la restauration, euh, c'est pas un métier qui est forcément très mis en valeur dans notre communauté. Moi, j'ai fait une fac de droit avant, j'ai fait une école de management avant. Euh, la restauration est un métier qui est hyper difficile, forcément. C'est un métier qui est laborieux, c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie, qui peut aussi ronger la vie sociale, la vie familiale, qui prend beaucoup de temps. Et pourtant, je suis hyper heureuse de faire ce que je fais. Je considère que je suis très chanceuse de pouvoir dire que aujourd'hui j'ai un restaurant, que je vais en avoir d'autres. Malgré les circonstances familiales dans lesquelles j'ai grandi, j'ai pas grandi dans le privilège ni dans la facilité. J'ai toujours travaillé quand j'étais adolescente. Quand j'étais enfant, je cueillais des cerises. Après l'école, j'ai aidé mes parents au restaurant. Comme beaucoup de gens, je pense que j'ai toujours travaillé dur. Et en même temps, j'ai aussi essuyé plein d'échecs. Et aujourd'hui, j'ai compris, je vais avoir 30 ans, je pense que c'est pour ça. Je pense que la sagesse aussi arrive avec le temps. Que les échecs font partie de mon métier. Et à traverser des années d'expérience sans échec, il n'y a pas beaucoup de connaissances. On ne peut pas réussir tout le temps. Et l'échec, ça permet de construire aussi sa réussite. Ça permet de comprendre ce qu'on a mal fait, de comprendre ce qu'on peut faire différemment. Et aussi, je pense que ça m'a rendue hyper humble parce que quand on est plus jeune, on a l'arrogance de se dire qu'on est immortel et que tout va réussir. C'est pas vrai. Il y a plein de catastrophes qui arrivent tout le temps. Et dans un restaurant qui est ouvert au public, où on reçoit des publics comme on reçoit des gens chez soi, il y a forcément des accidents. Il n'y a pas un seul jour où je vais au restaurant et tout se passe bien. C'est impossible. Il n'y a pas un seul jour où je vais au restaurant et on me dit, chef, tout va bien. C'est impossible. Et j'aimerais me dire qu'un jour j'arriverai au restaurant et tout se passe bien, mais non, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mon métier de me dire, je suis là pour réparer les problèmes et je suis là aussi pour éteindre les incendies. Et, et en fait, c'est incroyable comme de me dire qu'il y a des gens qui ont découvert des plats pour moi, il y a des gens qui ont envie de faire découvrir ma cuisine à leur famille, à leurs proches, à leurs conjoints, et qui mangent plusieurs fois par semaine au restaurant, et ça leur crée des souvenirs. Et le simple fait de me dire ça me rend hyper heureuse parce que c'est pour ça que je travaille dur. C'est pour être présente dans la vie des gens à travers ma culture et mes souvenirs à moi. Donc, si vous voulez vous reconvertir, vous allez avoir plein de doutes, évidemment plein de peurs, mais on arrive à faire beaucoup en fait, si on est bien accompagné. J'amène ma traductrice de talent. Je vous présente en même temps comme ça. Voilà. J'ai pris ma mère avec moi pour lui parler vietnamien. Con muốn nói cái gì về S'il te plaît. nói Cảm cái ơn. chủ đề? Cảm ơn. Merci à tous de m'avoir Oui. écouté. Oui, em cảm ơn các bạn đã lắng nghe em. Em cảm ơn Cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. đã lắng nghe. Ah oui, merci à tous de m'avoir écouté. Oui, c'est ça. Ouais. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Voilà, Ouais. merci à tous. Ouais. Ça va. Dans la rue. Passé ou futur? Futur. Áo dài ou robe de soirée? Oh yeah, désolée. Film ou musique? Film. Cheveux courts ou cheveux longs? Bientôt court. Phở ou mì? Ah, phở. Jambon beurre ou bánh mì? Bánh mì. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Footing ou yoga? Yoga. Préparer ou improviser? Improviser. Chien ou chat? Chien. Noir et blanc ou couleur? Couleur. Plage ou montagne? Montagne. Café ou bière? Bière. Chanter ou danser? Danser. Tête ou Noël? Tête.
Instagram ou TikTok? Instagram, Facebook ou LinkedIn? LinkedIn, Semaine ou week-end? semaine, Matcha ou Paris? matcha. Hanoï ou Ho Chi Minh Ville? Ho Chi Minh Ville, Vietnam ou France? maintenant. Merci beaucoup. AB Viet France.